Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier webinaire francophone organisé par Oxford Nanopore dont la thématique est façonner l'avenir de la génomique microbienne avec un séquençage direct et en temps réel. Moi, c'est Boumediane, je suis ingénieur commercial chez Oxford Nanopore et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Richard Chalvignac. Bonjour Richard. Qui exerce aux Hospices civils de Lyon et qui va nous partager un cas concret mis en place dans son laboratoire pour la détection de la grippe aviaire. Il s'agit d'un workflow qui peut être mis en place en une journée. Et nous avons aussi parmi nous Camilla Parot, Camilla qui travaille chez Oxford Nanopore en tant que Technical Application Scientist et qui va vous présenter différentes applications pouvant être réalisées en NGS long read en microbiologie. Donc, à l'issue des deux présentations, on va avoir une phase de questions-réponses. Vous avez une boîte de dialogue qui se situe en bas à droite de votre écran dans laquelle vous pourrez poser des questions à tout moment. Et vous pouvez également nous signaler d'éventuels problèmes techniques via cette boîte de dialogue. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec notre première présentatrice, Camilla, pour la partie NGS et applications en microbiologie. Merci Boumedienne et bonjour à tous. Merci donc d'être présent pour ce webinaire centré donc sur l'utilisation de la technologie nanopore et tout particulièrement les applications en microbiologie. Donc je m'appelle Camilla Parot, je suis ingénieure d'application chez Oxford Nanopore et ma présentation aujourd'hui va porter sur 3 points. Tout d'abord une courte introduction sur la technologie de séquençage nanopore, puis les applications de cette technologie en microbiologie et enfin un exemple avec le cas du virus de la variole du singe. Donc, commençons par une courte introduction de cette technologie. Comme son nom l'indique, la technologie nanopore est basée donc sur l'utilisation de nanopores qui, dans la nature, servent de passerelle entre deux systèmes et que l'on a modifiés pour pouvoir les utiliser comme outils permettant le séquençage de l'ADN et de l'ARN. Le principe de ce séquençage, c'est des nanopores qui sont ancrés dans une membrane et dans lesquels passe un courant électrique. Lorsqu'une molécule d'acide nucléique va traverser ce pore, à une vitesse bien particulière grâce à l'utilisation d'une protéine motrice, cet acide nucléique va avoir un impact sur le signal électrique. C'est cette modification du signal électrique que l'on va pouvoir alors interpréter en séquence grâce à notre logiciel de base calling. Et ainsi, une modification de courant électrique va correspondre à une base d'acide nucléique. Ceci a divers avantages. Tout d'abord, l'ADN et l'ARN peuvent être séquencés en natif, ce qui permet d'obtenir des informations non seulement de séquence, mais aussi des informations épigénétiques telles que la méthylation de base. De plus, l'absence de PCR évite les biais d'amplification que l'on connaît et elle simplifie la préparation des banques. Cette technologie permet le séquençage d'un large panel de fragments de différentes tailles, d'une centaine de bases à plusieurs kilobases, voire même des fois des mégabases. Les résultats sont très rapides, tout particulièrement justement pour des génomes de micro-organismes. Et on propose une large gamme d'appareils, du plus petit au plus grand format, qui sont tous basés sur la même technologie. Voici donc notre gamme d'appareils. Du plus petit, le mignon, qui va permettre le séquençage d'une floccelle mignon à la fois. L'avantage de ce séquenceur, c'est qu'il est portable. Il va pouvoir être utilisé à la fois dans un labo, mais aussi sur le terrain. La gamme au-dessus va être le Gridion, qui lui comporte 5 positions de floccelles mignons, ainsi qu'un ordinateur intégré, et va permettre donc le séquençage de 5 floccelles en parallèle, mais chacune individualisée. Vous pouvez séquencer des banques différentes, des organismes différents dans chaque position de flocelle. Ces deux appareils sont parfaitement adaptés pour des séquençages de petits génomes, pour le séquençage d'amplicons. En revanche, quand on veut atteindre une quantité de données suffisante pour avoir une large couverture de génomes plus grands, tels que le génome humain par exemple, on va recommander l'utilisation plutôt de floccelles Prométhion. Et ces floccelles Prométhion vont donc aller sur des appareils spécifiques, les appareils Prométhion. Vous avez ici l'exemple du P2 intégré, donc comprenant 2 positions Prométhion et un ordinateur intégré. Et enfin, dans le cas où de plus grands volumes de données sont nécessaires, vous avez le Prométhion P24, donc comme son nom l'indique, avec 24 positions. Nous allons maintenant donc focuser cette présentation sur les applications de cette technologie Oxford Nanopore sur la microbiologie et les maladies infectieuses. Voici des exemples d'applications en microbiologie. Notre technologie permet le séquençage de génomes microbiens complets dans le cadre, par exemple, d'analyse d'épidémie,
d'identification de gènes de résistance aux antimicrobiens et d'épidémiologie moléculaire. On a aussi un workflow CESS. Donc, le CESS est une méthode prédominante pour l'identification microbienne qui peut être utilisée dans des applications comme la caractérisation du microbiome, la sécurité alimentaire, la microbiologie clinique, la surveillance de l'environnement. Enfin, le séquençage viral qui permet l'identification de nouveaux variants. On a eu récemment quand même de nombreux exemples qui montrent l'importance du séquençage viral et qui permet donc de guider des stratégies de santé publique. Enfin, la métagénomique pour la détection de pathogènes. Aujourd'hui, les stratégies de surveillance des agents pathogènes reposent généralement sur des enquêtes rétrospectives qui ciblent des agents pathogènes connus. L'idée, c'est vraiment d'orienter ce domaine vers des méthodes plus ouvertes pour une surveillance étendue et en temps réel des agents pathogènes présents. Quelles sont les caractéristiques et les avantages donc de cette plateforme et qui la rendent intéressante dans le cadre d'applications en microbiologie et en maladies infectieuses? Premièrement, nos instruments sont accessibles. Donc, je vous ai présenté notre gamme d'instruments. Nous proposons le Mignon, par exemple, qui permet aux laboratoires de plus petite taille d'effectuer de la génomique microbienne, non seulement dans un laboratoire, mais aussi sur le terrain. Et nous avons les instruments tels que le Gridion et le P2 pour des laboratoires qui peuvent avoir des besoins plus importants en termes de débit. Nos protocoles de les préparations de librairie sont rapides. En particulier, on a le kit de barcoding rapide qui permet de préparer une banque en quelques heures. Et associé à la capacité d'acquérir des données de séquençage en temps réel, on peut vraiment obtenir une réponse à une question donnée très rapidement. Enfin, la technologie permet un assemblage complet du génome bactérien grâce au fait qu'on peut donc séquencer des longs fragments, des longs reads. Et l'avantage par rapport aux technologies short read, c'est de pouvoir produire des génomes bactériens de référence de haute qualité, mais et d'étudier aussi les éléments génétiques mobiles, donc de distinguer le chromosome bactérien de plasmide, par exemple. On sait que les gènes de résistance aux antimicrobiens sont très souvent sur ces éléments génétiques mobiles, d'où l'importance de pouvoir distinguer les deux. Notre technologie a un autre avantage, c'est la possibilité de faire du séquençage ciblé par informatique. C'est-à-dire que ce séquençage ciblé ne va pas demander d'étapes de préparation supplémentaires lors de la préparation de la banque. L'idée ici, c'est qu'on va fournir à notre logiciel, donc le logiciel MINO, un fichier de génome de référence au format FASTA, mais aussi un fichier BED qui va contenir les coordonnées des régions d'intérêt. À chaque nouveau fragment qui va être séquencé, le logiciel va aligner ses premières bases, en général 400, donc c'est 400 premières bases qui vont être séquencées. Il va les aligner et avec le fichier BED, pardon, excusez-moi. Il va aligner ces 400 premières bases avec ce fichier BED. Soit ces bases correspondent à une région d'intérêt, et dans ce cas, on va continuer le séquençage, soit ces bases ne correspondent pas et le fragment va être rejeté. L'intérêt tout particulier de ce séquençage ciblé en microbiologie, c'est l'utilisation pour la déplétion de l'hôte. Les approches traditionnelles de séquençage en métagénomique sont souvent confrontées à un problème, c'est une faible quantité d'ADN prokaryote versus une très grande quantité d'ADN hôte, ceci dans des échantillons cliniques. Dans le cas où l'ADN hôte n'est pas désiré, où on n'en a pas besoin, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir avoir cette approche de déplétion de l'hôte. En effet, le problème de cette grosse quantité de séquences d'hôtes versus séquences prokaryotes, c'est qu'on va diminuer la résolution de la détection microbienne et gaspiller des données sur des séquences hôtes dont on n'a pas besoin. Et donc, je vous présente ici une étude, un exemple, une étude de métagénomique pour la détection de pathogènes bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques à partir d'échantillons de recherche clinique. Donc, il est basé sur la déplétion de l'hôte par séquençage ciblé, qu'on appelle donc adaptive sampling. Et on voit ici que cette méthode a permis un enrichissement des séquences microbiennes avec une sensibilité, une spécificité de 100% pour la détection des pathogènes par rapport à la culture et une détection avec précision au niveau de l'espèce.
Ceci en seulement 4h30 entre l'échantillon et le résultat de séquençage. Donc on voit vraiment ici un enrichissement de ces séquences microbiennes lorsqu'on utilise l'adaptive sampling versus sans cette méthodologie. Ici, vous avez un autre exemple d'application de la technologie nanopore pour l'identification cette fois de gènes de résistance de pathogènes dans le cas d'études d'eau usée. Les long reads ici ont permis dans cette étude de distinguer les séquences chromosomiques des plasmides et ainsi localiser précisément des gènes de résistance aux antibiotiques. Dans cet exemple précis, 16 espèces dont l'abondance relative était supérieure à 2% ont pu être détectées et sur ces 16 espèces, 10 étaient des bactéries pathogènes. Donc dans le cadre de cette étude, l'identification des hôtes des gènes de résistance était cruciale pour le processus de traitement d'eau usée, mais on peut imaginer d'autres applications où on a vraiment cette importance d'identification de ces éléments génétiques autres que le chromosome bactérien qui comportent très souvent ces gènes de résistance. Oxford Nanopore continue de soutenir la réponse rapide aux épidémies en première ligne. Vous avez ici des exemples. En 2022, au Portugal, séquençage du premier génome du Mpox. Au Royaume-Uni, en 2022, encore une fois, la surveillance d'une épidémie de streptocoque du groupe A, ou encore en 2023 au Cambodge, le génome complet de la grippe aviaire H5N1. Ici, d'autres exemples qui montrent que les données d'Oxford Nanopore offrent une grande précision en microbiologie et en maladies infectieuses. Enfin, voici un exemple précis de l'utilisation de la technologie nanopore avec le workflow développé pour l'étude et la surveillance du virus de la variole du singe, le monkeypox. La variole du singe, donc c'est une maladie zoonotique causée par le virus de la variole du singe MPXV, un virus à ADN double brun dont le génome fait 197 kilobases. Il existe deux grandes clades taxonomiques, donc la une dans le bassin du Congo et la 2 en Afrique de l'Ouest. En 2022, il y a eu de multiples cas de Mpox qui ont été identifiés, et ce dans des pays non endémiques, dont plusieurs pays européens et aux États-Unis. Et donc, en juillet 2022, l'OMS a déclaré que l'épidémie constituait une urgence de santé publique à portée internationale. Cette déclaration a pris fin en 2023 car l'épidémie a ralenti. Mais en 2023, une épidémie de clade 1 de Mpox a été détectée en RDC et qui s'est propagée à plusieurs pays africains. Donc cette flambée a emmené l'OMS à déclarer comme étant encore une fois une urgence de santé publique à portée internationale. Donc depuis 2022, donc les premiers cas, un total de 9 793 séquences ont été rapportées. Et la surveillance génomique du MPXV offre des informations précieuses sur les sources d'infection, les schémas de transmission et permettent donc d'orienter les interventions et les choix en santé publique. Voici donc le protocole métagénomique pour le séquençage du virus de la variole du singe. Ce protocole, il a été mis au point par des chercheurs et avec le soutien d'Oxford Nanopore. Et il décrit donc une méthode rapide pour effectuer un séquençage métagénomique à partir d'ADN et d'ARN qui sont extraits à partir des couvillons nasopharyngés de routine. Cette méthode a aussi été utilisée avec d'autres types de prélèvements particuliers avec des lésions cutanées de patients diagnostiqués. Donc, l'approche ici, c'est une extraction d'ARN, d'ADN. L'ARN va être rétrotranscrit et donc puis on va utiliser le kit de rapide PCR barcoding. Donc, le cDNA amplifié et l'ADN présent vont être barcodés, amplifiés et donc par la suite séquencés. Le fait d'utiliser des barcodes permet de pooler différents échantillons et donc de les séquencer. Et cette approche, ce workflow, il est accompagné d'un pipeline d'analyse. Donc, on a vraiment un pipeline entier de l'extraction à la préparation de la banque jusqu'à l'analyse des données avec un pipeline dans notre méthode bioinformatique Epitomy.
Nous proposons aussi une approche non plus large, mais une approche ciblée pour un séquençage complet du génome viral. C'est une approche donc par PCR tiling qui permet l'enrichissement, l'amplification du génome cible. C'est une méthode assez accessible et efficace qui permet donc de couvrir l'ensemble du génome viral. Dans le cas précis de la variole du singe, l'approche va consister en fait en 88 amorces qui vont être divisées en 2 groupes, donc qui vont permettre chacun de ces amorces l'amplification d'un picon de 2,5 kb. Et grâce à ces 2 poules qui vont se chevaucher, on va pouvoir avoir un génome complet. Ces poules sont encore une fois barcodées, ce qui permet donc on combine les 2 poules, on les barcode et on les séquence. Donc du fait que ces poules soient barcodées, on peut avoir non seulement un échantillon, mais on peut multiplexer. Des exemples ont été rapportés de jusqu'à 20 échantillons multiplexés sur une seule flocelle mignon. Donc ces données générées ces données générées avec la technologie Nanopore, comme je vous le disais, peuvent être analysées grâce à notre workflow Mpox dans Epitomy. Donc on propose, comme je vous le disais, un workflow complet d'extraction, préparation de banque, séquençage, mais aussi analyse de données. Donc ce workflow dans Epitomy va permettre l'alignement des séquences, le calcul de la couverture de séquençage, l'appel de variants et même l'assemblage de nouveaux. Enfin, vous avez ici quelques exemples qui montrent l'utilisation, encore une fois, de la technologie Nanopore dans la surveillance épidémique de cette variole du singe. Donc ici, dans vraiment différentes zones, vous avez différents pays européens comme le Portugal, la Belgique, la France, mais aussi aux États-Unis. Je vous remercie donc pour votre attention et je vais laisser maintenant la parole à Richard et je serai aussi ouverte à toutes les questions à la fin de sa présentation. Bonjour à tous, merci Camilla pour l'introduction. Donc je vais passer à ma présentation. Donc ma présentation va présenter sur le séquençage de maladies infectieuses à l'hôpital en utilisant la technologie Nanopore. Je vais commencer par vous présenter rapidement le laboratoire dans lequel j'évolue. Donc c'est la plateforme GENEPI, qui est l'acronyme de Génomique épidémiologique des maladies infectieuses. Et voici un petit peu l'activité qu'on peut avoir sur cette plateforme. Donc on travaille en proche relation avec différentes unités de l'hôpital et des laboratoires extérieurs. La plateforme a été montée en 2020-2021, principalement sur les virus respiratoires pour commencer, donc avec une grosse partie évidemment SARS-CoV-2, mais également les grippes influenza A et B. Et depuis, l'activité a été beaucoup diversifiée, que ce soit sur d'autres virus respiratoires tels que le VRS, et ainsi que sur d'autres virus de la virologie conventionnelle, donc VIH, hépatite, CMV, adénovirus, HSV, VZV. On travaille aussi beaucoup en bactériologie, notamment avec les CNR des staphylocoques et des légionelles, mais aussi avec la bactériologie qu'on va dire conventionnelle, donc l'hygiène ou l'étude de souches bactériennes. On va également proposer une solution de diagnostic en NGS pour le CZS, mais également pour l'ITS en mycologie. Et on a toute une branche de métagénomique, donc avec des techniques en shotgun et en métatranscriptomique en utilisant les techniques de Revelo de chez Tecan ou de WTA. Donc sur cette slide, on va bien sûr se concentrer sur les applications qu'on utilise en utilisant la technologie Nanopore. Donc on va d'abord se focaliser sur le diagnostic 16S-ITS en bactério, en myco. Puis je vais aborder les autres sujets de routine qu'on aborde, donc les hépatites, les adénovirus. On va faire un point sur les séquençages de génome bactérien avec les staphylocoques et je finirai par la présentation sur les grippes aviaires parce que c'est un peu le sujet chaud du moment. Donc commençons par la routine 16S-ITS. Je vais surtout me focaliser sur le 16S parce que c'est ce qui a été mis en place en premier. Le workflow en ITS est quasiment exactement similaire. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille avec différentes équipes. Donc ici, il faut voir le workflow séparé en deux parties. Donc day 1, day 2 sur la slide. Donc jour 1, c'est l'équipe de biologie moléculaire qui va
qui va faire la première partie. Donc on part de prélèvements pour lesquels on suspecte une infection bactérienne et qui sont négatifs en culture, donc avec toutes les techniques classiques de diagnostic bactérien. Ces prélèvements qui sont négatifs en culture, ils vont subir un pré-traitement dépendamment de la matrice du prélèvement. Donc par exemple pour des tissus solides tels que les tissus osseux ou les biopsies, on va faire une étape de tissu laser pour venir liquéfier le prélèvement. Puis on va réaliser l'extraction ADN sur le Maxwell de chez Promega. Donc c'est fait par série d'échantillons. Dans chaque série, on ajoute toujours un témoin négatif et un témoin positif qui correspond au contrôle de chez Zymo, donc le Community Standard, qui est en fait un mélange de plusieurs bactéries à des proportions connues, qui va être extrait à chaque fois avec les séries d'échantillons cliniques. Pour la partie amplification, donc nous la stratégie qu'on a décidé d'adopter, c'est une amplification partielle du CSS qui va couvrir les régions V6, V8. Donc ce sera un amplicon qui va faire environ 480 paires de bases. Et on utilise des amorces qui sont phosphorylées en 5' et une TAC polymérase. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer juste en dessous. Donc pour le jour 2, qui va véritablement se passer sur la plateforme de séquençage, donc on fait la préparation de librairie avec le kit de Native Barcoding 96 qui a été automatisé sur un Epimotion de chez Eppendorf. Donc pour ceux qui sont familiers avec la technique, on a ôté la première partie du protocole qui correspond à une étape de NPrep, donc pour phosphoryler en 5' et ajouter une adénine en 3', parce que les amplicons qu'on a générés le sont déjà, de par la stratégie adoptée avec les primers phosphorylés. Donc on réalise cette librairie automatisée, on peut réaliser jusqu'à 48 échantillons par librairie quotidiennement, et on réalise le séquençage sur ingrédient pendant 2 heures avec les modes par défaut, donc high accuracy. Le mode de base calling par défaut, pardon. On réalise donc le séquençage sur des flowcells R10.4.1, donc les flowcells classiques sur le gradient. Et dans la foulée, on va directement réaliser l'analyse sur Epi2Me en utilisant le workflow Metagenomics, qui sera suivi d'une interprétation biologique et d'un rendu de résultats. Donc 2 heures de run dans la journée, ça laisse largement le temps de pouvoir laver la flowcell et la garder pour une utilisation ultérieure. Donc en exemple de résultat, ici je vous ai pris un témoin positif, donc le contrôle positif de chez Zymo, qui est donc, comme je vous l'ai dit, un mélange de plusieurs bactéries, Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, etc. Et donc l'analyse Epi2Me génère un rapport sur lequel on peut voir des résultats comme ici, avec un arbre phylogénétique, où on va bien retrouver toutes les espèces présentes dans le témoin positif. Donc ça va nous servir de témoin positif, donc de s'assurer que l'expérience s'est bien passée. On va aussi surveiller le pourcentage de population qu'on retrouve à chaque fois au sein de ce témoin positif pour s'assurer de l'intégrité de tout le process qui a été réalisé depuis le début. Donc depuis les pré-traitements, l'extraction, jusqu'au séquençage. Pour cette technique, on a donc pu mettre en place un workflow très fluide entre 2 unités différentes de l'hôpital qui nous permettent d'avoir un bon timing pour le rendu de résultats. Donc on a un débit qui est largement adapté aux besoins qu'on a en routine, avec 48 échantillons à chaque fois, qui a été automatisé sur un robot, donc on n'a pas de problème de variabilité interopérateur sur les préparations de librairie. Et la stratégie de l'amplicon 16S V6 V8 partiel nous permet une très bonne sensibilité et une spécificité qui est largement acceptable dans le cas clinique dans lesquels on doit rendre des résultats. On travaille sur ces aspects-là en ce moment pour développer d'autres techniques, mais pour l'instant c'est ce qu'on fait en routine et c'est ce qui nous satisfait bien. Donc en routine, on va rendre les résultats au niveau du genre pour quasiment toutes les bactéries. On a quelques difficultés sur certaines bactéries, notamment les entérobactéries, les streptocoques et les staphylocoques, mais on a d'autres solutions en cas de besoin. Et comme je vous l'ai dit, on a pu ajouter le workflow ITS, donc le workflow pour le diagnostic fongique, à la même procédure. Donc on va pouvoir en le même jour séquencer des échantillons
bactériens et fongiques dans les mêmes runs et faciliter comme ça le management des échantillons. Comme je vous l'ai dit, on séquence pendant 2 heures. Donc théoriquement, les flow cells nanopores sont supposés pouvoir séquencer pendant 72 heures. Donc 2 heures sur ces 72 heures, c'est vraiment pas grand-chose. Et en les lavant et les restockant, ça nous laisse beaucoup d'autres applications possibles sur ces mêmes flow cells qui ont déjà été utilisés pour un run de diagnostic. Je vais donc passer à la suite. Côté viraux, on va réaliser un protocole qui est quasiment similaire sur les hépatites et les adénovirus. Donc, comme je vous l'ai dit, même principe. Jour 1, échantillon positif pour des hépatites ou des adénovirus qu'on va extraire. Pour les hépatites, par exemple les hépatites B, on va réaliser une amplification soit du génome complet, donc 3200 paires de bases, soit juste du gène codant pour la polymérase, dépendamment de la charge virale. Et pour les adénovirus, on va venir amplifier juste la partie codante pour l'exon, donc la HVR7, qui nous fait un amplicon de 600 paires de bases. Dans les deux cas, on réalise la librairie en native barcoding, comme je vous l'ai montré précédemment. Cette fois-ci, on réalise le protocole complet avec l'étape de nprep. Et donc, on se limite à 24 échantillons par librairie, parce qu'on n'a pas besoin de plus en débit, et que ça a été validé comme ça. Donc pour les hépatites, on fait un séquençage sur la nuit, avec pas de contrainte de temps de rendu. Pour les adénovirus, par contre, on fait un séquençage sur 4 heures, et on réalise directement une analyse bioinformatique à la suite. Donc c'est une analyse bioinformatique maison qui est réalisée par nos bioinformaticiens, et l'interprétation biologique s'ensuit directement. Ici, après les 4 heures de séquençage, on va refaire un wash et un stockage des flow cells pour encore une utilisation ultérieure si la flow cell le permet. Donc à nouveau pour cette partie viraux, on a un workflow qui est fluide entre 2 unités de l'hôpital. On a bien entendu drastiquement réduit les coûts en réutilisant les flow cells. Et grâce aux nombreux barcodes qui sont disponibles dans ce kit de Native Barcode 96, donc on a 96 barcodes, on peut se mettre à l'abri si jamais des barcodes d'une manip précédente se retrouvaient par malheur dans le run. Étant donné qu'on utilise des barcodes différents, on se protège un peu sur cet aspect-là. Donc concernant les hépatites, grâce à la technologie long read qui est permise par Nanopore, on peut séquencer le génome de l'hépatite B complètement en un seul amplicon, ce qui nous permet de faire un génotypage qui est très simple et très fiable. Et on arrive aussi à détecter des mutations de résistance, pardon. On arrive donc à détecter des mutations de résistance. Pour les adénovirus, on arrive très bien à génotyper les adénovirus avec une bonne fiabilité, une bonne sensibilité, et on arrive aussi à détecter des co-infections. Donc dans les deux cas, cette technique va nous permettre de détecter des résistances à des traitements ou de suivre l'efficacité d'un traitement chez des patients infectés chroniquement. Ensuite, on va passer sur le séquençage des génomes bactériens en utilisant le protocole NOMIS. Donc le protocole NOMIS, le voici. Il s'applique sur des souches bactériennes qui ont été isolées, qu'on va venir extraire de manière adaptée, dépendamment des souches bactériennes qu'on a à séquencer. La préparation de librairie est faite avec le kit de rapid barcoding, comme Camilla l'a décrit tout à l'heure. On fait le séquençage sur ingrédients avec des flow cells R10 et une analyse sur Epi2Me avec le workflow Bacterial Genomes. Je vais vous donner un cas concret avec lequel on s'est servi de ce workflow. Donc, c'était des prélèvements de staphylocoques qui ont été prélevés dans une unité de l'hôpital. Donc 3 staphylocoques capreae et 1 staphylocoque epidermidis. Ces 4 souches présentaient des profils de résistance similaires. Et donc la question qu'on s'est posée, est-ce que ces 4 souches partageaient un même plasmide portant les gènes de résistance, dans ce cas-là, dans cette unité de l'hôpital. Faut savoir que nous, on fait beaucoup de séquençage en Illumina sur la plateforme. Donc ces souches ont été séquencées en Illumina, et avec un assemblage Illumina,
pour les 4 souches, on avait entre 39 et 60 contigs qui étaient générés, ce qui nous permet pas vraiment de répondre à la question posée dans ce cas-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un séquençage en nanopore avec des long grids en suivant ce protocole-là. On fait un assemblage avec Fly plus un polishing avec Medaka. Et là, on voit que le nombre de contigs qui sont retrouvés passe de entre 40 et 60 à entre 4 et 7. Donc ça, c'est bien entendu dû à la longueur des rides qui est générée. Et ça nous donne entre 3 et 6 plasmides potentiels qui peuvent être exploités dans cette étude. Donc cette analyse-là nous a permis, en alignant les plasmides les uns aux autres entre les souches, nous a permis de détecter un plasmide portant des gènes de résistance qui a bien été transmis de manière horizontale entre ces quatre souches de staphylocoque. Donc on ne pouvait pas, du fait de l'ambiguïté de l'assemblage avec les short reads, répondre à cette question en Illumina, et c'est là où la technologie nanopore nous a permis de répondre. Je vais finir la présentation en parlant d'une preuve de concept qu'on a faite au laboratoire concernant le séquençage de la grippe aviaire. Donc pour vous montrer un peu le workflow qui est suivi, donc tout se fait en un jour. On a donc un prélèvement positif en H5N1 qu'on va venir extraire en Maxwell, amplifié par PCR, réaliser la librairie avec le kit à nouveau de rapid barcoding, réaliser le séquençage sur GridION avec une flow cell R10.4.1 et réaliser l'analyse, alors soit sur Epi2Me, soit avec un pipeline bioinformatique maison. Donc nous, dans cette situation, on a fait les deux. Donc voilà le workflow qu'on propose. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec le séquençage de la grippe aviaire, donc on peut amplifier les 8 fragments en utilisant les primers unis qui vont venir se fixer aux extrémités conservées des 8 fragments et qui vont pouvoir comme ça amplifier les 8 fragments avec en gros 3 amorces. Dans ce cas-là, on a pris une culture qui a été réalisée depuis un prélèvement positif en H5N1. On a réalisé une dilution en cascade, donc à 10-2, 10-3 et 10-4, pour avoir des CT aux alentours de 23, 27 et 30. Les résultats sont un peu indigestes, je vais passer rapidement sur cette photo, sur cette figure, mais l'idée qu'il faut retenir de cette figure, c'est que on arrive à obtenir, en faisant une analyse bioinformatique maison, on arrive à obtenir 100% de couverture sur les 8 segments en à peu près moins d'1 heure pour les dilutions au 10-2 et 10-3. Donc jusqu'à un CT à 27, 1 heure de séquençage aura suffi pour avoir 100% de couverture sur les 8 segments. Pour la dernière condition, il y a certains segments où on arrive à avoir la couverture, d'autres non, donc on s'approche d'une limite de sensibilité pour cette technique. Je vais me focaliser sur les segments 4 et 6, qui correspondent aux segments HA et NA, hémagglutidine et neuranimidase. Donc là, on voit un peu plus, on voit un peu mieux qu'on arrive en effet à avoir 100% de couverture entre le début du run et 1 heure. On n'a pas fait moins d'1 heure. On arrive à avoir 100% de couverture avec une profondeur, notre cutoff est à 20x. Donc on arrive à avoir 100% de couverture avec au moins 20x sur les segments 4 et 6. Ça, c'était avec l'analyse bioinformatique maison. Si le laboratoire ne dispose pas d'une équipe de bioinformatique pouvant faire cette analyse, on a aussi réalisé l'analyse sur Epi2Me. Donc le workflow flux d'Epi2Me permet de générer une consensus sur le segment 4 qui est utilisé pour clader les souches pour clader les grippes. Pardon. Donc en soi, le pipeline Epi2Me workflow flux ne fonctionne pas tout seul pour les H5N1 à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où on a testé cette version, mais en prenant la consensus qui est générée et en l'uploadant sur Nextclad, on arrive à retrouver le bon clad. Donc on arrive à correctement clader l'échantillon séquencé dans la journée. Donc ça nous fait un protocole très simple en utilisant les primers unis parce qu'il n'y a que 3 amorces, qui est adapté pour des petits débits ou des plus gros débits, dépendamment. On n'a pas été testé beaucoup d'échantillons, mais du retour d'expérience qu'on a pu avoir, ça doit être multiplexable. Donc on arrive à avoir un génome complet
de l'échantillon au résultat en un jour de temps technicien. Et a priori, 1 heure de séquençage sur une flow LR10 permettent d'avoir un génome complet avec des échantillons avec un CT au moins inférieur à 27 en utilisant un pipeline bioinformatique maison. Et Epitomy avec le workflow flux nous permet d'avoir le bon clade directement sur le séquenceur. Je vous remercie et je reste ouvert pour toute question. Merci Richard pour votre présentation et merci également Camilla pour la revue technique. On a reçu pas mal de questions. Je vous propose de les revoir une à une. Je vais commencer par une question qui concerne le 16S et la question était pourquoi avoir opté pour un séquençage partiel du 16S, pourquoi ne pas être descendu jusqu'à l'espèce et s'être arrêté au genre. Ouais, alors pourquoi pas de séquençage full length 16S? C'est parce que dans la majorité des cas qu'on a cliniquement, ce qui est challengé, c'est beaucoup la sensibilité. Et du retour qu'on a pu avoir avec le full length, c'est qu'on n'est souvent pas assez sensible. Enfin, on va ne pas pouvoir rendre pour certains échantillons, alors qu'avec le partiel, on va réussir à rendre un résultat. Et aussi avec ce 16S partiel un peu maison, en fait, on va passer que les positifs en librairie. Le kit 16S fourni par Nanopore en full length, il est très simple, très très simple. Après, en routine, ça fait qu'on doit passer tous les échantillons, qu'ils soient négatifs ou positifs. Donc, nous, on était plus adaptés sur le 16S partiel. Après, pourquoi rendre seulement au genre? Dans la majorité des cas cliniques qu'on a, ça suffit comme résultat. Et comme je l'ai dit, sur les entérobactéries, les streptocoques ou les staph, si besoin, on va chercher une PCR spécifique. En fait, le 16S va orienter une PCR spécifique qui va être faite selon le besoin. D'accord. Merci pour votre réponse. J'ai ensuite une question un peu plus technique concernant la technologie ONT, donc pour toi Camilla. Et la question concerne les protéines motrices. On demande est-ce qu'elles sont obligatoires ou celles-ci permettent juste d'accélérer la lecture des reads? Alors oui, elles sont obligatoires. En fait, elles permettent même de ralentir. L'idée, c'est que sans ces protéines motrices, l'ADN passerait trop rapidement au travers du pore et ne laisse pas le temps de capter la modification de signal électrique et donc après de pouvoir faire un base calling correct. Donc oui, elle est absolument indispensable au système. Donc il faut savoir que notre technologie nanopore, c'est vraiment une technologie biologique. Donc on utilise des pores qui sont des protéines, on utilise des protéines motrices, on utilise aussi d'autres protéines dont je n'ai pas parlé, mais qui sont des tethers qui permettent d'aller accrocher cet ensemble. Donc voilà, c'est indispensable et ça implique d'avoir des ADN de très bonne qualité, sans contaminants, en particulier de contaminants chimiques qui peuvent avoir un effet délétère sur ces protéines-là. Merci Camilla. Je reviens sur le CSS avec une question qui demande quel est l'intérêt de phosphoryler les primers dans ce workflow. Et en fait, c'est que la première étape pour le kit en native barcoding qu'on utilise, la première étape du protocole consiste normalement à faire une étape de N-prep qui va venir phosphoryler les produits de PCR en 5' et ajouter une adédine en 3'. En faisant directement l'amplification avec des primers phosphorylés, l'extrémité des amplicons va déjà être phosphorylée en 5'. Et la polymérase qui n'a pas d'activité exonucléase qu'on utilise fait qu'il y a déjà la configuration en fait en début de librairie qui est souhaitée à la première étape de la librairie. D'accord. Okay, merci pour votre réponse. Je reste sur ce même workflow. Pourquoi ne pas utiliser du coup des primers phospho pour l'adénovirus? On pourrait faire ça, on l'a juste pas testé encore. D'accord. Et donc potentiellement ça marcherait. Pour les ITS, on a fait la même chose, on utilise des primers phosphorylés, ça marche bien. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place pour le moment, c'est tout. Ok, merci. Toujours concernant les applications réalisées dans votre laboratoire, on nous demande quelle est la sensibilité de votre technique pour le génome complet hépatite B et adénovirus. Alors pour les hépatites B, on s'est fixé un seuil à 1000 copies par ml pour le whole genome.
Et en dessous, on va cibler sur le gène de la polymérase. Et les éventuels échecs en whole génome, on les passe en polymérase par la suite. Et la suite de la question, je m'en souviens plus. C'est juste pour les deux virus, hein, c'était pour l'hépatite Et pour les adénos? Ouais, les adénos. Pour les adénos, je pourrais vous retrouver l'info. Je l'ai pas comme ça. D'accord, merci. Et on nous pose également des questions concernant la résistance. Comment est-ce que vous analysez la résistance aux antiviraux pour le VHB? Alors ça, c'est toute une analyse qui est faite avec nos bioinformatiques en pipeline maison. Je pourrais vous passer les contacts pour les analyses vraiment plus poussées sur les résistances. C'est plus la partie validation biologique qui s'occupe de ces aspects-là. D'accord, merci. Alors peut-être une question pour Camilla concernant le virus du monkeypox, qui est un virus du coup ADN. Pourquoi avoir une étape de reverse transcription? Alors en fait, c'est parce que le protocole qui est présenté, c'est un protocole qui peut être utilisé pour étudier d'autres virus. C'est un protocole métagénomique et en fait, l'extraction va se faire, on va extraire l'ARN et l'ADN. Donc il y a une étape de cDNA, je suis d'accord. Elle va être dans le cas de virus, enfin ça permet d'étudier aussi les virus à ARN, mais c'est bien cDNA et ADN présents dans ces extractions qui vont après par la suite être utilisés dans le workflow. Le cDNA, c'est un bonus pour pouvoir aussi étudier les virus ARN potentiellement présents. D'accord, merci. Camilla, je reste aussi avec toi concernant une question plus concernant le workflow Oxford Nanopore, concernant le lavage des flow cells et les éventuels risques de contamination intermanip. Alors effectivement, quand le but ça va être de passer plusieurs échantillons et donc avoir une étape de lavage de flow-cell, notre recommandation va être d'être sur des kits avec des barcodes et si possible d'utiliser des barcodes différents les uns après les autres. Donc le principe du lavage, ça va être de traiter la flow-cell avec une nucléase. Normalement, on dit que 19% devraient être éliminés. Il y a toujours un risque de garder quelques reads de l'étape d'avant. Donc, si possible, utiliser des barcodes différents quand on lave les flow cells. Et sur la même teneur, combien de fois on peut laver une flow cell? Alors ça, je vais pas vous donner de chiffres exacts parce qu'en fait, donc le principe c'est que nos flow cells normalement peuvent être runnés pendant 72 heures et tout va dépendre de la qualité de ce qu'on va mettre, de la librairie qui va être mise dessus et de l'impact que ça va avoir sur le nombre de ports qui vont rester après le séquençage. Il y a aussi la durée. Richard, dans son cas, présentait des séquençages de 2 heures. Potentiellement, si on séquence que 2 heures, on va pouvoir laver plusieurs fois. Si on séquence déjà 24 heures, ça va faire que le nombre de lavages va quand même être réduit par la suite. Mais donc, tout dépend du temps de séquençage à chaque fois de chaque librairie et de la qualité de la librairie et l'impact que ça va avoir sur les ports. D'accord, merci Camilla. Je reviens à vous, Richard, concernant notre question pour le 16S et les 48 échantillons que vous séquencez en 2 heures. La question nous demande quelle profondeur de séquençage vous obtenez par échantillon lorsque vous réalisez cette manip? Bah ça va vraiment dépendre de chaque échantillon. On va dire que si on se base sur le témoin positif, on a largement 50 000 reads et plus, juste sur le témoin positif. Donc vu que c'est l'amplicon complet, c'est équivalent en termes de profondeur. Donc on a multiplexé jusqu'à 96 échantillons pour des tests et on n'a aucun problème en se basant sur les témoins positifs. Après les échantillons, ça va être hyper dépendant ça va être hyper échantillon dépendant. On peut pas trop répondre dessus, mais sur les témoins positifs, on s'attend à avoir ça dépend, mais on va dire, ça dépend du multiplexage, mais entre 30, 50 et 100 000 reads. D'accord, c'est un peu pareil sur le même ton. On a une question concernant les seuils de sensibilité. Est-ce que vous avez défini des seuils pour distinguer l'échantillon vrai positif plutôt que positif à cause de contaminants croisés, ou bien avez-vous mis en place pour limiter des intercontaminations, pardon? Bah alors la positivité d'un échantillon, elle va se faire traditionnellement avec des gels en sortie de PCR. Donc ici, ça va déjà filtrer vraiment des échantillons fortement positifs avec vraiment une grosse bande sur le gel
d'échantillons potentiellement négatifs. Quand il y a un doute, on passe les échantillons quand même en librairie. Et après, pour la contamination croisée, on a toujours des témoins négatifs de chaque série d'extractions qui sont ajoutés. Donc qui vont être, donc on travaille en plaque pour faire les librairies sur l'Epimotion, sur le robot. Donc il va y avoir toujours des témoins négatifs posés de manière un peu aléatoire dans la plaque au milieu des échantillons. Et ça va nous permettre de surveiller des contaminations croisées sur les étapes de librairie. D'accord. Merci pour votre réponse. Une autre question concernant l'amplification pour la préparation des librairies. Est-ce que ce sont des amorces universelles que vous utilisez? Alors, je sais Dans quel cas? pas, j'ai pas plus de détails sur la question. On parle juste pour la Peut-être sur préparation des la, librairies. peut-être que c'est pour la grippe, j'imagine. Les amorces univ pour les virus influenza A. Donc je pense que ça doit être ça. Donc la réponse ça doit être oui. On utilise pour les influenza A les amorces universelles, là, les univ qui se fixent aux extrémités des 8 segments, donc qui permettent d'amplifier les 8 segments de manière universelle. D'accord, je vous remercie. Toujours une question concernant cette fois-ci le séquençage des génomes et plasmides bactériens. Est-ce que vous utilisez uniquement la technologie Oxford Nanopore ou en combinaison avec des technologies short read? Ben, en l'occurrence, quand nous on fait les deux séquençages chez nous, donc on a une analyse hybride entre les deux. D'accord, je vous remercie. On utilise les avantages des deux technologies pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose. D'accord. J'essaie de retrouver une question qui était un peu similaire, mais j'arrive pas à la retrouver. Je vais passer à une autre. Donc, du coup, une question concernant la conservation des flow cells après un run. Donc, c'est peut-être Camilla qui pourra répondre. Sous combien de temps peut-on réutiliser cette flow cell? Et après un run de 6 heures avec 1100 ports disponibles à la fin du run, seulement 300 étaient, enfin, c'est très, très spécifique, du coup, seulement 300 étaient après le lavage. Quel conseil pourriez-vous donner pour réutiliser au maximum les flow cells? Alors, sous combien de temps, je dirais donc il faut, stocker la flow-cell correctement avec le tampon de stockage et à 4 degrés. Sous combien de temps? C'est quand même mieux de les réutiliser, plutôt rapidement. On sait que il peut y avoir parfois, avec les tampons de stockage, une cristallisation, du tampon qui peut apparaître, au cours du temps. Donc, je dirais que dans les jours, semaines, c'est mieux. Après un run de 6 heures avec, effectivement, un drop de porc après le lavage, je dirais il y a plusieurs choses qui peuvent impacter. Donc encore une fois, la qualité des échantillons, voir s'il n'y a pas un nombre de porcs important en mode, saturé. Donc c'est les porcs qui apparaissent, couleur grise, quand dans Mino. Vous savez qu'il y a un code couleur dans Mino. Le gris, c'est souvent un symptôme de saturation, donc un effet des échantillons. Et faire correctement le lavage, éviter l'introduction d'une bulle, tout ça qui peuvent aussi encore une fois avoir un effet délétère sur les porcs. Après effectivement, c'est un cas très très particulier. Si vous avez vraiment des questions particulières dans votre application ou dans des runs très précis, il faut pas hésiter à contacter le support technique avec vos questions. Merci Camilla, je reste avec toi concernant des conseils pour le séquençage d'amplicons 16S ou 18S. Quel est le meilleur kit, le PCR barcoding ou le native barcoding? Alors, il y a différents kits. Donc, Nanopore propose aussi un kit 16S qui est basé sur une approche qui est vraiment très rapide dans la préparation. Le principe du rapid kit du barcoding, ça va être qu'il va y avoir une tagmentase qui va couper les amplicons et qui va rajouter les barcodes et on va ajouter après les adapteurs. Le native, l'intérêt, c'est qu'on va avoir l'amplicon en entier sur lequel on va venir rajouter barcode et adapteur. Donc, en fonction de vos applications, si vous avez besoin de quelque chose de rapide, je dirais le rapide. Si vous avez plus de temps, le natif peut être aussi intéressant. Il y a aussi une question de quantité d'ADN de départ. Enfin, vraiment, c'est très dépendant de l'application et de vos conditions, je dirais. D'accord, merci Camilla. J'ai une une question sur la technologie de séquençage et des conseils pour le séquençage des entérocoques. Est-ce que vous aurez des conseils pour séquencer ce type de pathogène?
Alors là, comme ça, pas forcément. Il faudrait plus revenir vers nous sur des points précis, sur si le problème vient de l'extraction, de la préparation, enfin, là comme ça tout de suite, j'aurais plus besoin d'un peu plus de détails. Bon, du coup, avec cette question, on peut revenir sur notre support technique, du coup, qui vous répondra Voilà. plus en détail par email. Une question concernant le choix des régions séquencées. Pourquoi avoir choisi les régions V6, V8 et pas d'autres régions, comme par exemple le V3 et V4? Le choix de la région V6, V8, c'est juste que c'est ce qui est fait dans notre hôpital depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est juste historiquement on fait comme ça marche, donc on a continué. Après on travaille sur d'éventuelles optimisations ou améliorations en ce moment même, en ciblant d'autres régions où enfin, on met en challenge cette technique de routine assez régulièrement. Mais pour l'instant c'est juste traditionnel chez nous de faire ça, on va dire. D'accord, merci. Une question concernant l'extraction, qui est effectivement une étape cruciale du workflow. Est-ce que vous aurez des particularités, des différences en fonction des échantillons sur lesquels vous travaillez? Ben, je pense que de manière générale, en fait, le pré-traitement, il a une importance énorme dans la finalité des résultats, que ça soit en que ça soit en 16S ou en d'éventuels protocoles de métagénomique ou enfin n'importe quelle application. Si le pré-traitement est mal fait, de toute façon, ça va très vite porter défaut aux résultats. Donc, je pense qu'il faut y accorder une importance toute particulière. Après, j'aurais pas trop de conseils à donner comme ça directement, mais D'accord, je vous remercie. Une autre question concernant le séquençage qui est réalisé dans votre laboratoire. On nous demande si vous utilisez le duplex biscalling ou simplement le simplex HAC, High Accuracy. en routine, on utilise que le simplex high accuracy parce que sur le Gridion, il faut qu'on lance plusieurs runs en même temps. Et donc, en utilisant le simplex high accuracy, on peut lancer plusieurs runs sans problème. Après, quand on va mettre des paramètres de base calling un peu plus consommateurs de ressources sur le Gridion avec du super accurate base calling ou d'autres modes comme ça, on a plus de difficultés à lancer plusieurs runs en même temps. Donc en routine, on fait tout en high accuracy et pour des éventuels projets de R&D ou de d'autres projets, il nous arrive de mettre d'autres modes. D'accord, merci. Une question pour toi, Camilla, concernant l'adaptive sampling. Est-ce que cette application peut être réalisée sur des flow cells Flongle? Je le déconseillerais. En fait, pourquoi? L'adaptive sampling, le principe, ça va être on va soit enrichir, soit déléter des régions d'intérêt. Ça va demander une certaine. Donc, premièrement, ça va demander quand même une certaine puissance informatique. Donc, on peut le faire avec des devices qui sont pas intégrés, qui n'ont pas forcément l'ordinateur intégré, mais il va falloir vraiment des ressources informatiques importantes. Et pourquoi le Flongle, je le déconseillerais, le nombre de ports est trop faible. En plus, dans les Flongle, on a vraiment un port par canal, contrairement au Flossel Mignon, on a potentiellement 4 ports par canal. Je pense pas du tout que ce soit adapté pour l'approche d'adaptive sampling. C'est pas ce que je conseillerais. Une Flossel Mignon, oui, c'est faisable. On peut le faire sur un Grédion. Sur un MK1, un B ou un MK1D connecté à un ordinateur assez puissant, c'est potentiellement réalisable aussi. Mais il faut vraiment, je dirais, si votre idée c'est de faire ça, contactez-nous. On vous donnera vraiment nos conseils pour le choix de l'ordinateur et les recommandations IT. Merci Camilla. J'ai une question pour le poolage dans les applications 16S et ITS. On nous demande quelles sont les modalités de dépôt utilisées pour vos pools. On respecte les inputs recommandés dans le protocole, qui sont à 20 femtomol si je me trompe pas, par échantillon.
D'accord, je vous remercie. Une autre question concernant les challenges liés à l'utilisation de 82 primers lors de l'amplification du génome pour la procédure du séquençage. Donc, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières avec ces 82 primers lors de l'amplification? 82 primers, à quoi ils font référence? Peut-être au monkeypox, non? Ah oui, au PCR tiling. Je pense que oui, ça doit être ça. Oui, d'accord. Non, non, non. En fait, l'idée c'est que les primers sont divisés en deux et en deux poules. Donc, on va avoir un total de 88 primers qui vont être divisés en deux poules. Mais non, il y a pas de problème particulier au moment de cette amplification. Après, les primers sont évidemment les tailles des amplicons et les primers sont adaptés en fonction de chaque virus. Donc, le PCR tiling peut être appliqué à d'autres types de virus. Merci Camilla. Je reste avec toi. J'ai une question concernant l'enrichissement des séquences et la conservation des séquences après avoir lu les 400 premières bases. Comment faire pour exclure l'ADN de l'hôte? Donc, comme je disais, l'adaptive sampling, là, quand je l'ai présenté, j'ai parlé d'enrichissement. Donc, on va séquencer ces premières bases, les confronter au fichier bed et au fichier de référence. Et dans le mode enrichissement, on va garder ce qui match le bed. Dans le mode déplétion, en fait, on va effectivement rejeter ce qui va matcher. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de la déplétion de l'hôte, on va fournir un fichier FASTA, par exemple humain, et tout ce qui matchera avec ce fichier-là sera rejeté. Donc au moment de sélectionner Adaptive Sampling, il y a deux modes qui sont proposés, qui peuvent être sélectionnés, donc soit enrichissement, soit déplétion. Merci Camilla. J'ai une dernière question pour toi concernant les taux d'erreur du séquençage Oxford Nanopore et les dernières améliorations qui ont été apportées ces dernières années. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a longtemps été reproché à Nanopore, c'est l'accuracy, donc le taux d'erreur. On a aujourd'hui trois types de base calling. Vous avez fait référence au high accuracy. Donc, on a trois types de base calling. Le fast, qui est le moins consommateur en ressources informatiques. Le high accuracy et le super high accuracy. Avec du high accuracy, on est sur du 99,5 d'accuracy. Avec le sup, ça va être vraiment intéressant dans des cas très particuliers pour des andels, ce genre de choses, mais il est très consommateur en ressources informatiques, donc souvent conseillé en post-run base calling plutôt. En revanche, le fast, qui est vraiment le moins consommateur, est celui qui potentiellement aura le plus d'erreurs et on peut être aux alentours de 97% plutôt. Mais avec du high accuracy, on arrive très bien à du 99, 99,5. D'accord, merci Camilla. J'ai une question pour vous, Richard, concernant l'analyse bioinformatique. On nous demande si vous avez observé des différences lorsque vous utilisez Epitome VS des pipelines que vous aurez peut-être développés de manière locale. Mis à part le fait qu'Epitome nous donne la consensus exclusivement pour le segment 4 pour la grippe aviaire, et que en analyse maison on fait le génome complet, on n'a pas constaté, par exemple on n'a pas de différence de clade, on n'a pas de différence de ce type-là dans les résultats. Après on n'a pas non plus creusé énormément le sujet sur cet aspect-là. Merci pour votre réponse. On va interrompre du coup cette phase de questions-réponses. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Pour toutes les questions que vous avez pu poser, on va y répondre et on va vous fournir des réponses assez rapidement. Ce webinaire est également disponible en replay. N'hésitez pas à le partager à vos collègues. Et pour les personnes qui visionnent ce webinaire en replay, vous avez également la possibilité de poser des questions. On y répondra également. Vous avez un petit onglet document en haut sur votre droite qui va vous permettre à la fois de télécharger un certificat de présence, mais aussi de télécharger les présentations qui ont été réalisées aujourd'hui. Donc, je vais clore ce webinaire, remercier Camilla, remercier également Richard pour leur présentation et leur participation. Et merci à vous pour votre attention et vos questions. On a été très heureux de mettre en place ce premier webinaire francophone qui, en l'expert, va être le premier d'une longue série. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.